Il n'aboyait pas. Il ne grognait pas. Il restait assis derrière la grille rouillée du chenil, observant un garçon qui avait cessé de croire en quoi que ce soit de bon. Et puis le garçon l'a vu, une plaque en laiton sur le collier du chien, décoloré, usé mais toujours clair, « Si tu m'as trouvé, quelqu'un croit encore que j'ai de l'importance. » Pourquoi un chien dont personne ne voulait porterait-il encore un tel message? Et pourquoi ce garçon était-il le seul à le lire? La neige n'était pas encore tombée à Willow Creek, mais l'air avait commencé sa paisible répétition. Le ciel de fin octobre planait, gris et immobile, au-dessus des toits groupés de la ville de montagne, tandis que les pins, au loin, sur les collines, se dressaient comme des sentinelles attendant l'appel de l'hiver. Au ras du sol, le vent soufflait dans les ruelles et les marches des porches, effleurant les feuilles sèches des trottoirs qui avaient oublié leur couleur verte. Willow Creek était le genre d'endroit où les gens remarquaient quand un rideau restait tiré trop longtemps ou quand un nouveau visage apparaissait à l'épicerie, surtout si ce nouveau visage appartenait à un garçon de 12 ans aux yeux fatigués et au silence trop lourd pour son âge. Ellie Parker se tenait à l'entrée du refuge pour animaux de Willow Creek, le souffle légèrement embué à chaque expiration. Il portait un bonnet bleu légèrement trop grand et un sweat à capuche vert forêt aux manches tendues par l'agitation nerveuse. Ellie était grand pour son âge, mais il se tenait petit, les épaules rentrées, le regard baissé, les chaussures éraflées par ses orteils traînant depuis l'accident de son père au printemps précédent. Les mots sortaient de sa bouche avec parcimonie, comme des pièces qu'il refusait de dépenser. À côté de lui se tenait sa mère, Anna Parker, les mains enfoncées dans les poches de son long manteau de laine. Anna approchait la trentaine ou une femme grande et mince aux cheveux blonds cendrés qu'elle attachait souvent en un chignon sobre. Son visage exprimait la fatigue silencieuse de quelqu'un habitué aux doubles gardes et au manque de remerciements. Infirmière de profession et survivante par nécessité, sa gentillesse était douce mais distante, comme un phare encore allumé mais plus lointain. L'intérieur de l'abri était plus chaud qu'Ellie ne l'avait imaginé, même si l'odeur de javel et de vieille fourrure régnait. Le bourdonnement des plafonniers emplissait le silence entre eux, jusqu'à ce qu'une voix les appelle. « Vous êtes là pour la visite du samedi ?» demanda une femme poussant une serpillière sur le sol. Elle était d'âge moyen, peut-être la cinquantaine, trapue, et portait un sweatshirt rouge du lycée Willow Creek sous son tablier. Son badge indiquait Darlene. Sa voix était pragmatique, mais pas désagréable. « En fait, on est là pour peut-être adopter, » dit Anna en jetant un regard hésitant à Ellie. « On cherche juste pour l'instant. » « Eh bien, » dit Darlene en posant sa serpillière, « ne vous laissez pas effrayer par les odeurs. Elles sont presque toutes propres, la plupart. » Alors qu'il passait devant les chenils, Ellie les suivait de près, les mains enfoncées dans la poche de son sweat à capuche. Les chiens aboyaient et jappaient, sautaient aux barrières ou arpentaient les rues avec anxiété. Certains remuaient la queue si vite qu'ils semblaient flotter dans les airs, mais le regard d'Ellie les survolait comme s'ils faisaient partie du papier peint. Jusqu'au bout de la rangée. Là, dans la niche numéro 12, était assis un berger allemand comme il n'en avait jamais vu. Le chien n'aboyait pas, il n'était même pas debout, il était juste assis, parfaitement immobile, dans un coin du fond, la tête légèrement penchée et les yeux rivés sur ceux d'Ellie, comme s'il l'attendait déjà. Son pelage était indiscipliné, des taches ziblines, grises et crème s'en mêlaient en touffes irrégulières, surtout autour de sa poitrine et de ses oreilles. Un œil était d'un gris doux et trouble, l'autre, d'un ambre intense. Il paraissait plus âgé, peut-être 8 ou 9 ans, avec des cicatrices visibles sur ses pattes avant. Mais sous sa fourrure usée par les combats et sa patience, il ne se recroquevillait pas. Il ne défiait pas. Il se contentait d'observer. Ellie s'arrêta. « Oh » murmura Darlene derrière lui, avant de crier, « Celle-là est différente. » Ellie l'entendit à peine. Il s'approcha du portail. Le chien resta immobile, sans un tressaillement. « Comment s'appelle-t-il » demanda Ellie, se surprenant lui-même par le son de sa voix. Darlene s'approcha, ses clés tintant à sa taille. Il y a juste marqué « Shadow » sur la plaque. Pas de puce, pas de papier. Apporté par un garde forestier qui l'a trouvé errant près du pied d'Elk Ridge il y a 2 mois. Personne ne l'a réclamé, personne n'a vraiment essayé. Ellie s'accroupit lentement, posant ses avant-bras sur ses genoux,
imitant le calme du chien. Il n'est pas effrayant. Non, répondit Darlene en les observant toutes les deux. Mais il fait ressentir aux gens quelque chose qui les effraie encore plus. Ellie se pencha légèrement. Son regard remarqua l'éclat du collier du chien, il était usé, le cuir effiloché sur les bords. Mais ce qui retint son attention, ce fut l'étiquette circulaire en laiton accrochée à l'avant. Il plissa les yeux et lut la gravure à voix haute. « Si tu m'as trouvé, quelqu'un croit encore que j'ai de l'importance. » Le ton de Darlene s'adoucit. C'est la seule raison pour laquelle il n'a pas été euthanasié. C'est cette plaque qui nous a arrêtés. Shadow cligna des yeux. Ellie sentit un mouvement dans sa poitrine subtil et sûr, comme le premier dégel. Il leva les yeux vers sa mère, qui s'était approchée silencieusement derrière lui. « Tu veux le rencontrer ?» demanda-t-elle doucement. Ellie hocha la tête. Darlene ouvrit le chenil avec précaution. La porte grinça en s'ouvrant, mais Shadow ne s'enfuit pas et ne se leva pas brusquement. Il se redressa d'un mouvement délibéré où les articulations raides et marcha vers Ellie comme un homme trop vieux pour se précipiter, mais trop fier pour boiter. Il s'arrêta devant le garçon, leva les yeux et attendit. Ellie tendit lentement la main et la posa sur la fourrure emmêlée entre les oreilles de Shadow. Il n'y eut ni tressaillement ni grognement, juste la chaleur qui les enveloppait. Même les aboiements s'étaient tus dehors. Le ciel commençait à s'éclaircir, teinté d'un doux doré soleil de fin d'après-midi. Anna ouvrit la portière passager de la voiture tandis que Shadow hésitait près des marches. « Tu n'es pas lourd, » dit Ellie doucement. « J'ai déjà porté plus lourd. » Shadow grimpa comme s'il l'avait fait 100 fois, fit un tour et s'allongea en soupirant. Sur le chemin du retour, le seul bruit était le vrombissement des pneus sur la chaussée froide et le doux souffle de Shadow. Ellie s'assit à côté de lui, une main posée sur la fourrure, comme s'il avait besoin d'être sûr que c'était bien réel, comme s'ils attendaient tous deux de croire à nouveau en quelque chose. La maison de Juniper Lane était silencieuse lorsqu'Ellie et Shadow y entrèrent, et pendant un instant, on eut l'impression que même le plancher retenait son souffle. L'air sentait vaguement la cannelle et le vieux bois à un mélange de tarte aux pommes fraîchement cuites de la veille et de quelque chose de plus ancien, profondément ancré dans les lieux. Dehors, le ciel s'était assombri prématurément, des nuages d'orage persistaient au-dessus de Willow Creek, et un corbeau solitaire était perché sur la ligne électrique, immobile. À l'intérieur, le vent soufflait parfois contre les vitres, comme s'il demandait à entrer. Shadow entra le premier. Il ne franchit pas la porte comme les chiens de dessins animés, ni ne renifla sauvagement. Il entra avec la gravité de quelqu'un qui avait déjà vécu dans des maisons et même dans de nombreuses. Peut-être s'arrêta-t-il dans l'entrée, les oreilles agitées une fois, puis deux, à la recherche de sons que lui seul pouvait entendre. Son nez se releva légèrement, respirant l'odeur de pièces inconnues. Ellie l'observait attentivement. Il ne donnait aucun ordre. Il ne bougeait même pas. Il se tenait juste sur le seuil, son sac à dos toujours sur lui, attendant de voir ce que Shadow allait choisir. Le berger allemand traversa lentement le salon. Il passa devant le canapé, s'arrêta près de la cheminée, puis se dirigea vers le couloir. Ses griffes claquèrent doucement sur le parquet, chaque pas étant mesuré. Puis il s'arrêta devant le panier d'appoint qui avait appartenu à Rusty, le Golden Retriever d'Ellie, décédé 2 ans plus tôt. Le panier était resté là, intact mais propre, tel un mémorial silencieux où personne n'osait le déplacer. Shadow fit un tour, puis deux, puis s'allongea, se recroquevillant en forme de point d'interrogation et soupirant profondément, comme s'il avait atteint une ligne d'arrivée lointaine et invisible. Ellie murmura depuis la porte, « Tout va bien. » Depuis la cuisine, Anna jeta un coup d'œil au coin de la pièce, s'essuyant les mains avec un torchon délavé. « Il a trouvé le lit de Rusty, » dit-elle doucement. « Je suppose que c'est réglé. » Ellie ne répondit pas. Il posa son sac à dos près de la porte et entra dans le salon. Shadow ne releva pas la tête, mais cligna lentement des yeux, sa queue cognant légèrement contre le coussin. Ellie s'assit par terre à côté de lui, les jambes croisées, les bras posés sur ses genoux. Le reste de la soirée se déroula sans incident majeur. Anna prépara des spaghettis, Ellie se contenta de les picorer.
Shadow ne supplia ni ne se plaignit, il resta simplement allongé près de la table, sa présence constante et discrète. Quand Anna laissa tomber une tranche de pain à l'ail, Shadow la renifla mais ne la mangea pas. C'est inattendu, remarqua-t-elle avec une pointe de surprise. La plupart des chiens auraient réclamé ça comme un billet de loterie. Il est poli, murmura Ellie. Plus tard dans la soirée, alors qu'Anna faisait la vaisselle, elle regarda par la fenêtre de la cuisine et remarqua quelque chose d'inhabituel. Ellie était assis dans le jardin, malgré la bruine qui s'était mise à tomber. Shadow était assis à côté de lui, non pas sous le toit de la véranda, mais dans l'herbe. Leurs silhouettes se touchaient presque, le garçon et le chien, tous deux immobiles, tous deux silencieux, tous deux regardant quelque chose au loin. Au matin, la maison s'éveilla lentement. La pluie avait cessé, mais le ciel restait bas et couvert, et le vent portait l'odeur du pain mouillé. Ellie descendit et trouva Shadow déjà assis près de la porte de derrière, attendant pas impatient, juste présent. Ellie prit une tranche de pain grillé et s'assit à côté de lui. « Tu veux sortir ?» demanda-t-il. Shadow ne remua pas la queue, mais hocha légèrement la tête, presque humain. Ils descendirent le pâté de maison, lentement et sûrement. Shadow ne tirait pas sur la laisse comme la plupart des chiens de sa taille, il marchait au rythme d'Ellie, scrutant le monde avec la prudence exercée de quelqu'un qui en avait trop vu pour se précipiter. Au bout du pâté de maison vivait Madame Donnelly, une femme d'un certain âge, septuagénaire, aux cheveux gris courts et au dos voûté par des années de jardinage et de soins aux autres. Elle portait toujours le même cardigan bleu pâle, quel que soit le temps, et était connue pour distribuer des bonbons au caramel aux enfants du quartier, qu'ils le demandent ou non. Elle aperçut Ellie et Shadow depuis son porche et leva la main. « C'est ton chien, chérie ?» appela-t-elle. Ellie hocha la tête. « Il s'appelle Shadow. »« On dirait un chien militaire, » dit-elle. « Fort, vigilant, avec une bonne ossature. » Shadow resta immobile, l'observant, les oreilles dressées mais détendues. Madame Donnelly plissa les yeux, pensive. « Sois gentil avec celui-là, » ajouta-t-elle. « Il a vu des choses, je le vois bien. » Ils continuèrent leur promenade. Quelques minutes plus tard, ils croisèrent un groupe de garçons du même âge qu'Ellie, au bord de la cour de récréation de l'école élémentaire Willow Creek. L'un d'eux mince, les cheveux en bataille et portant un sweat à capuche beaucoup trop grand désigna Shadow du doigt et rit. « C'est quoi cette boue, Parker ? Tu promènes un enfant rejeté par la police ?» Ellie ne dit rien et continua son chemin. Shadow ne réagit pas non plus, si ce n'est un léger resserrement de sa posture. Ellie sentait la tension dans la laisse, alerte, pas agressive. À leur retour, Ellie était trempée et submergée par une frustration indicible. Il alla dans sa chambre, s'affala sur son lit et fixa le plafond. Shadow entra au bout d'un moment et s'allongea sur le tapis près de la fenêtre, recroquevillé en son point d'interrogation habituel. Ellie se roula sur le côté et le regarda. « Tu t'en fiches de ce qu'ils disent, hein ?» Shadow cligna des yeux une fois, puis bâilla. Ce soir-là, Ellie sortit le journal qu'il avait commencé à écrire après la mort de Rusty. Il était vierge depuis plus d'1 an. Il l'ouvrit à une nouvelle page et écrivit. 28 octobre. Shadow n'aboie pas. Il ne suit pas les ordres. Il reste là, tout simplement. Ça suffit. La tempête est finalement arrivée 2 nuits plus tard. Elle n'était ni bruyante ni spectaculaire, juste un froid qui s'infiltre à travers les fenêtres et s'installe dans les os. Dehors, le vent charriait les feuilles sèches sur les trottoirs de Willow Creek comme un bruissement, et le crépuscule précoce pesait sur les toits avec une finesse silencieuse. À l'intérieur de la maison des Parker, les lumières étaient tamisées. Anna travaillait de nouveau de nuit, et Ellie était assis en tailleur par terre dans sa chambre, une couverture sur les épaules, Shadow recroquevillé sur le tapis à proximité. Le berger allemand ne ronflait pas, mais sa respiration était régulière, un rythme calme sur lequel Ellie avait appris à compter. Shadow s'était senti plus à l'aise dans la maison. Il ne rôdait plus à la porte ni ne tournait en rond dans les pièces. Il restait près d'Ellie, surtout le soir, et le suivait de pièce en pièce tel un gardien silencieux. Il n'aboyait ni ne grognait encore,
mais parfois, lorsque le vent soufflait juste ou qu'une voiture passait dehors, il levait la tête et tendait l'oreille, les oreilles dressées comme s'il cherchait à entendre quelque chose bien au-delà des murs. Ellie feuilletait à nouveau son carnet de croquis. La plupart des pages étaient remplies de dessins de chiens, certains inspirés de souvenirs, d'autres imaginés. Sur une page, Shadow se tenait seul sous un grand pin. Sur une autre, il était assis à côté d'Ellie, tous deux regardant quelque chose sur la page. Aucun des croquis ne comportait de visage, seulement des formes et des ombres. Il jeta un coup d'œil au collier de Shadow, qu'il avait retiré plus tôt en brossant les nœuds de l'épaisse fourrure du cou du chien. Le collier était en cuir usé, noirci par le temps et les huiles de la peau et des intempéries. L'étiquette en laiton était ternie et oxydée, suspendue comme une pièce oubliée. Ellie la ramassa et passa son pouce sur l'inscription aux ces mots qu'il connaissait désormais par cœur. « Si vous m'avez trouvé, quelqu'un croit encore que j'ai de l'importance. » Il retourna l'étiquette, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Le dos était couvert de crasses et de minuscules taches de rouille. Ellie plissa les yeux sous la lumière de la lampe et remarqua de légères rayures, comme si quelque chose y avait été gravé autrefois, mais s'était estompé depuis longtemps. Son cœur battait plus vite que l'instant ne le justifiait. Il prit un chiffon doux et commença à l'essuyer délicatement. Comme cela ne révélait pas grand-chose, il prit une vieille brosse à dents, la trempa dans de l'eau tiède additionnée d'un peu de liquide vaisselle et frotta soigneusement. Après quelques minutes, le laiton a commencé à apparaître plus clairement, et c'est alors qu'il l'a vu. 144 Glen Hollow. Ellie fixa l'adresse, figée. Glen Hollow était bien réel, il avait vu le nom sur une des vieilles boîtes aux lettres à l'extrémité de la ville, là où les nouveaux lotissements laissaient place à d'anciens chalets et à des routes sinueuses aux panneaux peints à la main. Ce n'était pas loin, peut-être 2,5 kilomètres. Son pouce accéléra, non pas par peur, mais par un mélange électrique de curiosité et d'émerveillement. Quelqu'un avait gravé cela sur l'étiquette de Shadow. Quelqu'un avait espéré qu'on le retrouverait. Il baissa les yeux vers Shadow, qui avait légèrement levé la tête pour le regarder. « Tu viens de quelque part, » murmura Ellie. « On ne t'a pas simplement jeté. » Le lendemain matin, Ellie voulait y aller où il y est presque allé. Il avait même emporté une lampe de poche et une bouteille d'eau dans son sac à dos. Mais alors qu'il se tenait devant la porte d'entrée, la laisse à la main, Anna est entrée de la cuisine, déjà vêtue de sa blouse marron. « Et, dit-elle en regardant ses chaussures, avant de disparaître, souviens-toi des Willow Piney d'aujourd'hui. » Ellie cligna des yeux. « Ah oui. Tu veux toujours venir avec moi, a-t-elle demandé, ou est-ce que tu te retires maintenant? » J'y vais, marmonna-t-il en remettant l'étiquette dans sa poche. Centre pour personnes âgées Willow Piney situé juste à côté d'Elmwood Avenue, entouré de haies basses et parsemé de bancs tranquilles, il sentait le nettoyant à la lavande et une odeur de pain chaud des muffins, peut-être. Anna y faisait du bénévolat le week-end, prenant les constantes vitales et aidant aux soins de base. Dernièrement, elle emmenait Ellie avec elle, l'encourageant à participer aux activités ou simplement à discuter avec les résidents peu visités. Ellie s'en fichait, c'était calme. Personne ne se moquait de lui, la plupart des résidents ne s'attendaient même pas à ce qu'il parle, ils voulaient juste s'asseoir avec quelqu'un. Cette fois, Ellie amena Shadow. Les résidents le remarquèrent immédiatement. Certains sourirent, d'autres le montrèrent du doigt, et un monsieur en cardigan siffla doucement et dit « Eh bien, voilà un vrai chien. » Mais une femme ne souriait pas. Elle était assise près de la fenêtre, une couverture crochetée vert pâle et jaune sur les genoux. Sa peau était fine comme du papier, marquée de taches de vieillesse, et ses cheveux étaient tirés en un chignon soigné, argenté et clairsemé sur les bords. Elle s'appelait Myrtle Granger. Elle vivait à Willow Piney depuis plus de 8 ans et était connue pour son acerbité, mais sa douceur surprenante. Myrtle avait autrefois été professeure de littérature dans une ville voisine. Son regard, toujours brillant derrière d'épaisses lunettes, suivit Shadow dès son entrée. « Ne vous présentez pas un jour, dites-le à quelqu'un, s'il vous plaît. Quelqu'un doit savoir ce qu'ils m'ont fait. » La bande s'arrêta dans un clic sec. J'ai laissé échapper un gémissement sourd et blessé. Mallory fixait l'enregistreur comme s'il allait exploser. « Docteur Holland ?»
Elle consulta la base de données du personnel sur son ordinateur portable et tapa le nom. Aucune correspondance. Elle essaya Google. Rien. Puis elle récupéra enfin les archives des dossiers du personnel de 2009, stockés dans une base de données distincte liée à un ancien procès. Il était là, le docteur Gareth Holland, psychologue comportemental, déclaré démissionnaire le 17 avril 2009, la même semaine où Kayla a disparu. Mallory retourna à l'hôpital juste avant l'aube, se gara sur le parking et parcourut les couloirs, Jay à ses côtés. La chambre 207 était toujours fermée, toujours silencieuse. Mais en passant devant, cette fois, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une lumière faible et pulsée, provenant de derrière le miroir. Elle se figea. Jay aboya une fois, fort et exigeant. Elle s'approcha. La lumière s'éteignit, mais à cet instant, elle la vit se refléter dans la vitre, une silhouette. Quelqu'un se tenait dans l'autre pièce, l'observant. Elle recula lentement, le cœur battant. Elle sortit sa radio pour appeler, mais s'arrêta, car quelque chose au fond d'elle-même lui disait de ne pas le faire. Quelqu'un n'écoutait, pas seulement de l'autre côté de la vitre, mais de l'intérieur de l'hôpital, et tout le monde ne voulait pas que la vérité éclate. Plus tard dans la matinée, elle reçut un appel sur son portable, pas d'identification de l'appelant. Elle laissa l'appel tomber sur la messagerie. Mais le message la glaça, une voix masculine, basse et calme. « Vous êtes dépassé, agent. Arrêtez de poser des questions sur le 207. Laissez le chien aboyer d'un coup. Mais vous, vous avez encore le choix. » J'ai grogna à la diffusion du message. Mallory resta assise en silence, les poings serrés. Car maintenant, il ne s'agissait plus seulement de curiosité. Il s'agissait de Kayla, de Jay, de vérité et elle ne reculerait pas. Mallory avait enfreint bien des règles au cours de sa carrière, mais ce soir-là, debout devant la salle 207, un pied de biche à la main et son partenaire canin Jay à ses côtés, elle savait qu'elle allait brûler les derniers ponts qui lui restaient. Elle s'en fichait désormais ni après le message vocal, ni après l'enregistrement, et surtout pas après la silhouette derrière le miroir. Il ne s'agissait pas seulement d'une vieille affaire. Il s'agissait d'une adolescente disparue, d'une pièce dont personne ne voulait admettre l'existence, et d'un berger allemand qui ne cessait de gratter quelque chose que le reste du monde refusait de voir. Elle glissa un jeu de crochet de maintenance dans le loquet de la porte. Jay resta assis en silence derrière elle, les yeux rivés sur l'espace sombre entre la porte et le chambranle. Le couloir était silencieux, trop silencieux. Même le bourdonnement des néons au-dessus semblait s'estomper. Clic, la serrure céda, et la porte s'ouvrit en grinçant pour la première fois depuis 15 ans. Il faisait froid à l'intérieur, pas seulement un froid de clim trop fort, mais un froid humide, un froid souterrain oublié. Le genre de froid qui colle aux vêtements et vous remonte le long de l'échine. Jay n'aboya pas. Il ne gronda pas. Il entra, comme s'il était déjà venu. La lampe torche de Mallory balaya la pièce, cadre de lit en métal, boulon rouillé, matelas manquant, un petit lavabo dans un coin, fissuré et sec, un carrelage vert délavé, couvert de poussière et d'insectes morts, une chaise effondrée sous un luminaire cassé et là, au fond, le miroir. Il dominait le mur, presque du sol au plafond. Un épais verre industriel était fissuré sur un bord. Il n'y avait pas de cadre, seul le verre était encastré dans le béton, comme s'il avait été soudé. Mallory s'approcha, ses bottes résonnant. Jay resta parfaitement immobile, sans ciller. Elle essuya une couche de crasse sur le verre avec la manche de sa veste. C'est alors qu'elle la vit, au fond du miroir, sous la crasse, à moitié cachée sous la vieille poussière, des lettres non pas griffonnées, mais écrites avec ce qui ressemblait à du sang séché. Elle essuya plus fort. Le message devint clair. Ne faites confiance à personne dans cet hôpital. Mallory le fixa. Les bords des lettres étaient couverts de croûte et écaillés. Ce n'était pas écrit hier ni le mois dernier, c'était là depuis des années. Jay poussa un soupir et s'assit à ses pieds, les oreilles plaquées, non pas par peur, mais par reconnaissance. Il connaissait cet endroit. Il avait déjà senti cette douleur. Elle recula et leva sa lampe torche vers le miroir.
Derrière la vitre se trouvait une autre pièce. Mallory pressa la paume contre la vitre froide. De l'autre côté se trouvait une petite cabine d'observation, de la taille d'un dressing, un bureau, une chaise et un rayonnage de ce qui ressemblait à des cassettes VHS alignées sur un mur. Une caméra était fixée au plafond, pointée vers la pièce où elle se trouvait maintenant, la chambre 207. La vitre n'était pas seulement un miroir. C'était une fenêtre de surveillance. À sens unique. Quelqu'un avait observé Kayla et peut-être d'autres. Elle parcourut le périmètre de la pièce, cherchant un accès, une bouche d'aération, une trappe, n'importe quoi. Je la suivis. Derrière le miroir, juste après une fissure dans la cloison sèche, elle aperçut un mince joint. Elle tapota. Creux. Une porte cachée au pas de poignée, juste des joints à pression. Elle poussa. Rien. J'ai s'avança et posa une patte contre le mur. Toujours rien. Mallory attrapa le pied de biche à sa ceinture et le cala dans l'espace. La cloison sèche se fissura. De la poussière s'échappa. Elle tira plus fort. La porte s'ouvrit en grinçant d'un centimètre, puis d'un autre. Finalement, elle céda. Elle entra dans la salle d'observation. L'air sentait le papier pourri et le moisi. Pas de ventilation, pas de lumière. J'ai resta juste devant la porte, à observer. Le bureau était couvert de poussière, de vieux dossiers, une tasse à café encore tachée d'anneaux. Le support à cassette était presque vide, mais il restait 3 cassettes, étiquetées au feutre délavé, Kayla mars 2009, Kayla avril 2001, Kayla avril 2010. Elle glissa la première cassette dans le magnétoscope posé sous le moniteur mural. À sa grande surprise, le vieil appareil s'alluma. L'écran s'illumina, puis une image, Kayla Monroe. Elle paraissait 17 ans, cheveux noirs, visage fin, vêtue d'une blouse d'hôpital de taille trop grande. Elle était assise au bord du lit dans la chambre 207. La vidéo était muette. Kayla se tourna vers le miroir et le désigna. Puis elle murmura 3 mots. Je te vois. Mallory se pencha. Puis la caméra vacilla. Kayla resta assise un long moment, puis se leva et se dirigea vers le miroir. Elle y posa sa main exactement là où Mallory l'avait fait quelques minutes plus tôt puis désigna le mur derrière elle, à l'endroit même où le message sanglant avait été écrit. Mallory changea la cassette. Cette fois, Kayla faisait les 100 pas, l'air nerveuse et agitée. Elle désigna son bras, puis la porte, puis de nouveau le miroir. Soudain, la porte s'ouvrit derrière elle. Une silhouette entra, un homme grand, vêtu d'une blouse blanche, mais la caméra était trop basse résolution pour distinguer son visage. Kayla recula, comme si elle criait. L'homme s'approcha, leva la main, peut-être une aiguille. Puis l'image s'arrêta. Mallory déglutit difficilement. Elle regarda la 3e cassette. Ses doigts hésitaient. J'ai émis un grognement sourd. Oui, murmura-t-elle. Je sais. Elle glissa la dernière cassette. L'écran bourdonna. Kayla était allongée sur le lit, immobile. Puis ses doigts tressaillirent. Elle essaya de se redresser, mais s'affaissa. L'horodatage de la caméra clignota de manière irrégulière, puis se figea. Puis Kayla, fixant le miroir, les yeux écarquillés, les larmes aux joues, répéta un mot sans cesse. Aide. Et puis l'écran est devenu noir. Mallory retira la cassette du magnétoscope. Elle rangea les 3 dans sa veste et se retourna pour partir. J'ai attendait déjà près de la porte, mais quelque chose l'en empêcha, le tiroir du bureau. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un petit médaillon argenté en forme de cœur. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une photo de Kayla Monroe et les mots « Rentre bientôt à la maison ». Mallory quitta l'hôpital ce soir-là, les cassettes dans son sac à dos, j'ai serré contre elle. Dehors, le vent s'était levé et une tempête s'annonçait. Elle regarda l'hôpital, ses fenêtres luisantes sous le ciel gris. À l'intérieur, on continuait à arpenter les couloirs, à soigner les patients,
à faire comme si la chambre 207 n'existait pas. Mais elle existait et elle voyait tout. Le lendemain matin, Mallory a apporté les cassettes à un contact local en qui elle avait confiance, Mike Darnell, producteur de WZ Channel 4, qui avait un jour révélé une affaire de corruption policière à Cincinnati. Elle lui a remis le sac. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Une preuve, dit-elle. Et un avertissement. » De qui? Elle le fixa d'une voix basse, de la part d'une fille qui a essayé de dire la vérité et qui n'y est jamais parvenue. Les enregistrements ont profondément bouleversé Mike Darnell. Ce producteur de télévision chevronné avait vu des images de zones de guerre, des scandales politiques et même des cas de brutalité policière. Mais il y avait quelque chose dans la supplication silencieuse de Kayla Monroe à travers la vitre, dans la silhouette sombre en blouse blanche, qui le laissait sans voix. Il promit à Mallory d'enquêter attentivement. Pas de révélation majeure. Pas encore. On va trop vite, et l'histoire disparaîtra avec tous ceux qui y sont impliqués, dit Mike. Laissez-moi vérifier ça discrètement. On confirmera l'identité du médecin, on remontera le financement, on constituera un dossier. Mallory accepta, mais elle brûlait d'envie d'agir, car elle avait désormais un nom. Dr Garrett Holland, l'homme en blouse blanche, celui qui avait drogué Kayla Monroe. Et d'après les archives officielles de l'hôpital, il n'existait plus. Cet après-midi-là, elle emmena Jay faire un tour hors de la ville, hors des sentiers battus, jusqu'à un parc près de la lisière des bois, où la réception était faible et où les gens restaient généralement entre eux. Elle avait besoin de respirer, de réfléchir. Jay courait sans laisse à travers les arbres, le nez au vent, pourchassant les écureuils et les ombres. L'espace d'un instant, il ressemblait à nouveau à un chien normal, ni à un soldat, ni à une sentinelle. Mallory était assise sur un banc de pique-nique, le médaillon toujours dans sa poche. Elle l'ouvrit de nouveau. Le petit visage de Kayla lui rendit son sourire, figé dans le temps probablement sur une photo de classe. Mallory murmura, « Je ne sais pas qui t'a laissé tomber, mais je te jure que ce ne sera pas moi. » J'ai aboya une fois, sans plaisanter. Un avertissement. De retour au poste, elle fit toutes les recherches possibles. Dr Garrett Holland, rien dans la base de données actuelle de l'hôpital, rien dans les commissions d'agrément de l'État, rien dans le registre national des médecins. Elle passa à l'analogique, de vieilles listes de ressources humaines d'avant 2009, cachées dans des archives PDF poussiéreuses, des bulletins d'information à moitié numérisés des dossiers des employés de Saint-Vincent. Finalement, dans un bulletin de vacances de 2008, elle l'a trouvé. Bienvenue au nouveau membre de notre équipe de santé comportementale, le Dr Garrett Holland, titulaire d'un doctorat, diplômé de Collia et auteur publié sur la modélisation de la réponse des adolescents. Nous sommes ravis de l'accueillir au sein de notre équipe de soins aux traumatisés. Bingo. Elle a consulté sa thèse dans une revue de psychologie, comportement de conformité dans les environnements non volontaires. Ce n'était pas une thérapie. C'était du contrôle. Mallory a appelé Mike. Je l'ai trouvé. Elle a dit qu'il était réel. Doctorat Collia, article évalué par les pairs en 2007. Disparu après 2009. Vous vérifiez les financements privés, a-t-elle demandé. Il cligna des yeux. Quoi? Certains médecins financent leurs recherches en dehors des livres comptables, militaires, pharmaceutiques, laboratoires expérimentaux. Parfois, ils ne figurent pas sur la liste de paie de l'hôpital, surtout si l'hôpital ne les souhaite pas officiellement. Elle fixa son reflet dans la vitre de la voiture de police. Quel genre de médecin travaille dans un endroit où il n'est pas censé exister? Mike a dit, le genre de personne qui fait quelque chose que le public n'est pas censé voir. Elle raccrocha et se tourna vers Jay, assis à l'arrière. On n'a pas fini. Jay aboya une fois, comme pour dire, pas du tout. Ce soir-là, Mallory retourna à l'hôpital sous prétexte d'une simple ronde de sécurité. Personne ne posa de questions. Elle garda son badge visible, faisant comme si de rien n'était. À l'intérieur, l'ambiance était différente. L'atmosphère était tendue. Les infirmières chuchotaient un peu trop bas.
Un médecin la croisa sans la saluer. L'employé de la réception leva les yeux, la regarda dans les yeux, puis détourna rapidement le regard. La nouvelle s'était répandue. On savait qu'elle était là. Madame Brenet signait d'une écriture bouclée et de 3 empreintes de pattes dessinées à l'encre rouge. Il y avait un mot de Georges, posté une semaine après leur visite, avec une photo d'Emma enfant serrant une Juno plus jeune devant ce même érable. Les yeux de Shadow étaient les mêmes, même à l'époque. Ellie avait écrit sur le mur un écriteau dessiné à la main, le mur de l'ombre. Chaque œuvre sur ce mur représentait quelqu'un que Shadow avait touché ou des gens qui avaient pleuré près de lui, souri grâce à lui, trouvé leur voix ou leur paix en sa présence. Ellie recula et la contempla, le cœur rempli d'une émotion que les mots ne pouvaient jamais exprimer. Ce week-end-là, une journaliste locale est venue lui rendre visite. Lydia Marks, une femme d'une trentaine d'années, aux cheveux châtains mi-longs et vêtue d'un caban bleu pâle qui la démarquait dans les rues grises de Willow Creek. Elle était arrivée avec un sac en toile, un petit bloc-notes et un appareil photo en bandoulière. Son regard était vif, curieux, mais pas méchant comme quelqu'un qui, au fil des ans, avait appris à remarquer des choses que les autres ne percevaient pas. « J'ai eu des nouvelles de Madame Brenet, dit-elle en serrant la main d'Ellie devant la bibliothèque. Elle m'a parlé d'un garçon calme et d'un chien encore plus calme qui ont changé la façon dont cette ville écoute. » Ellie sourit nerveusement. Shadow était assis à ses pieds, telle une statue. « J'aimerais écrire sur lui, poursuivit Lydia, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il est. » Ellie hocha la tête et, pendant l'heure qui suivit, ils discutèrent. Lydia posa des questions sur le refuge, la médaille, le programme de lecture, et même la visite chez Georges. Ellie raconta ce qu'il put, même s'il sauta quelques passages. Certaines choses étaient censées rester entre un garçon, un arbre et un chien qui n'aboie pas. Une semaine plus tard, l'article a été publié dans la Willow Creek Gazette sous le titre « Le chien qui écoute, comment un compagnon silencieux change des vies dans une petite ville ». L'article comprenait une photo de Shadow assise à côté d'Ava et d'Ellie à la bibliothèque, la jeune fille en pleine phrase, la main posée sur le dos de Shadow. Cette photo fut imprimée et encadrée par Madame Brenet, puis accrochée à l'accueil avec une plaque en laiton sur laquelle était écrit « À ceux qui entendent sans faire de bruit ». Quand Ellie le vit, il sentit quelque chose changer à nouveau, comme le clapotis d'un étang touché par une feuille qui tombe. Il ne dit rien, mais ce soir-là, il rentra chez lui et sculpta quelque chose de nouveau. C'était un petit morceau de bois taillé dans la branche d'une branche d'érable tombée. À l'aide de la pointe de son vieux compas, il gravait les mots lentement, soigneusement, jusqu'à ce que chaque sillon soit profond et net. Puis il ponça les bords et passa une ficelle par le haut. Le résultat fut un porte-clés en bois, simple, léger et usé sur les bords. On pouvait y lire « Shadow n'aboie pas. Il écoute. Et c'est plus fort. » Ellie l'a accroché à son sac à dos, juste à côté de la fermeture éclair, un petit poids toujours à portée de main. Cette nuit-là, tandis que les étoiles clignotaient lentement au-dessus de Willow Creek, Ellie était assis avec Shadow sous l'érable. La lune projetait une douce lumière bleue sur l'herbe couverte de givre. Ellie s'adossa à ses mains, l'air froid contre ses paumes, et murmura « Tu comptes toujours pour tout le monde. » Shadow se rapprocha, une patte posée à peine sur la botte d'Ellie. Pas d'aboiement. Pas de bruit. Juste une présence. Juste la paix. Tout commença par un murmure dans le vent. Willow Creek s'éveilla dans un silence paisible. Le monde s'adoucit sous un voile de neige fraîche. Les toits arboraient de délicates couronnes blanches, et les arbres se dressaient tels des danseurs figés, les branches saupoudrées de poudre. La première neige de la saison n'était pas une tempête, c'était une berceuse, et la ville l'écoutait. Ellie regardait les flocons tomber de la fenêtre de sa chambre, son souffle embuant la vitre en lentes expirations. Sur le mur à côté de lui, mur d'ombraille avait grandi au plus de photos, plus de dessins, plus de citations griffonnées. En dessous était accroché le porte-clés en bois qu'il avait fabriqué, dont les mots étaient profondément gravés dans le grain, « Shadow n'aboie pas. Il écoute. Et c'est plus fort. » Depuis le couloir, Anna a crié « Vous avez reçu un email. » Ellie se dirigea pieds nus vers la cuisine,
Shadow le suivant d'un pas léger. L'ordinateur portable était ouvert sur le comptoir, et Anna, toujours vêtue de sa robe de chambre en flanelle et de ses chaussettes de laine rayées, désigna l'écran. L'objet du courriel disait « Cérémonie de reconnaissance des animaux de thérapie, Willow Creek Civic Hall ». Les yeux d'Ellie s'écarquillèrent en parcourant le message. La ville organisait une soirée spéciale en hommage aux animaux de thérapie et à leurs maîtres, chiens, chats et même un cheval miniature qui fréquentait les cliniques pédiatriques. Shadow avait été nominé par Madame Brenet et plusieurs parents du programme de la bibliothèque. « Ils veulent que nous parlions, » dit Ellie doucement. Anna haussa un sourcil. « Tu n'es pas obligé, si tu ne le veux pas. » Ellie ne répondit pas tout de suite. Il baissa les yeux vers Shadow, installé près du comptoir, la queue effleurant le carrelage. Puis il hocha la tête. « Je fais. » La cérémonie était prévue pour le vendredi soir suivant au Willow Creek Civic Hall, un bâtiment en briques rouges qui servait autrefois de gare dans les années 1920. Il accueillait désormais des événements communautaires, des élections locales et la foire d'hiver annuelle. Pour la cérémonie, des rangées de chaises pliantes rempliraient la grande salle. Sous des guirlandes de lumière blanche tamisées, une petite scène avait été érigée avec un podium en bois et une banderole suspendue sur laquelle on pouvait lire « À ceux qui réconfortent ». Ce matin-là, Ellie brossa le pelage de Shadow, laissant le vieux chien se reposer sur ses genoux pendant qu'il démêlait les nœuds derrière ses oreilles. L'œil trouble de Shadow était devenu plus laiteux ces dernières semaines et ses mouvements plus lents, mais il y avait toujours quelque chose de puissant dans son maintien, ancré, présent. « Tu n'as rien à faire, » Ellie chuchota en ajustant le collier-point. « Assieds-toi à côté de moi. » Comme toujours. Le soir de l'événement, Willow Creek ressemblait à une boule à neige. De légères rafales de vent traversaient les lampadaires et des empreintes de pas marquaient les trottoirs de douces marques. Ellie portait un pull bleu marine et un jean foncé, ses baskets étaient trempées de neige fondue. Shadow marchait à ses côtés, calme et concentré, chaque pas assuré. À l'intérieur de la salle municipale, les gens se mêlaient autour d'un cidre et de biscuits. Il y avait des dresseurs en uniforme repassés, des enfants serrant des certificats, des chiens en gilet et ruban. Quand Ellie et Shadow entrèrent, les conversations s'adoucirent. Un garçon murmura, « C'est le chien de la bibliothèque. » Une femme posa une main sur son cœur. Ellie sentit ses paumes devenir froides. On les conduisit au premier rang. La cérémonie a débuté par de brefs discours prononcés par des élus municipaux, des bénévoles et même un vétérinaire à la retraite. Un par un, les animaux ont été présentés, chacun accompagné d'une courte histoire et d'applaudissements chaleureux, certains remuaient la queue, d'autres aboyaient, et un chat bâillait sous les projecteurs. Puis l'animatrice, une grande femme en costume gris nommée Marsha Keane, s'est avancée au micro-point. Notre dernière reconnaissance ce soir ne récompense ni les figures ni l'agility. Elle récompense le calme. La présence. Un chien qui ne dit rien, mais qui pourtant parle à tout le monde. Elle regarda vers Ellie. Ellie Parker et Shadow. Un silence s'abattit sur la salle. Ellie se leva lentement les jambes tremblant juste assez pour sentir et se dirigea vers le pupitre, Shadow à ses côtés. Il ajusta le micro, prit une inspiration, puis commença. Il a été rejeté par le monde, Ellie dit, d'une voix calme mais claire, mais il croyait toujours que quelqu'un le retrouverait. Et quelqu'un l'a trouvé. Il baissa les yeux vers Shadow, qui était assis comme une pierre à côté de lui. Pas de remuement de queue, pas de mouvement, juste l'immobilité. J'avais peur de parler, Ellie continua, mais Shadow m'a appris qu'il n'est pas nécessaire de parler fort pour dire quelque chose. Parfois, le simple fait d'être là est plus fort. Il s'arrêta. Quand je ne savais pas comment aider les gens, je le regardais et il les aidait sans rien faire, juste en écoutant. Le silence régnait dans la salle, le genre de silence qui inspire le recueillement. Puis quelqu'un applaudit. Puis d'autres. Le son devint assourdissant, résonnant dans les feux de route, s'élevant comme des vagues. Ellie regarda Shadow, qui cligna des yeux, comme pour dire « Je suis juste là ». Ensuite, les gens s'approchèrent par petits groupes, des enfants s'agenouillèrent pour caresser Shadow, des hommes âgés lui serrèrent la main.
Une femme de la maison de retraite murmura, « Il était assis à côté de mon mari le jour de son décès, il n'a pas bougé pendant 1 heure. Je ne l'ai jamais oublié. » Au milieu de la foule, Ellie remarqua un homme debout au fond, silhouette élancée, manteau de flanelle, barbe grise illuminant la lumière, George. Il ne s'avança pas, ne dit rien, mais lorsqu'Ellie retourna à leur table près de la sortie, une petite enveloppe couleur crème reposait sur la pile de cadeaux. Ellie reconnut l'écriture de la lettre concernant Emma, « Merci d'avoir permis à Juno d'être revue. » Ellie le glissa dans la poche de son manteau. Personne ne le vit le presser contre sa poitrine un instant avant de le lâcher. Plus tard dans la soirée, une fois la salle vide et les lumières tamisées, Ellie et Shadow rentrèrent chez eux sous une fine couche de neige. Les flocons se posèrent délicatement sur le dos de Shadow, s'accumulant comme des secrets. Sous l'érable, Ellie s'arrêta point. « Tu as bien fait, dit-il. » Shadow s'appuya une dernière fois contre sa jambe. La neige avait fondu depuis longtemps, mais le sol gardait encore le souvenir du froid. Cette année-là, le printemps arriva lentement à Willow Creek, accompagné du chant hésitant des oiseaux et de pousses fragiles perçant la terre durcie par le gel. L'érable du jardin des Parker était nu, mais plein d'espoir, ses branches aspirant à la floraison. Ellie était assis sur les marches du porche, le menton posé sur ses genoux, Shadow recroquevillé à côté de lui comme il l'avait toujours été, les yeux mi-clos, la queue remuant de temps en temps. C'était un dimanche matin calme. Le ciel était d'un gris doux comme du papier frais. Ellie avait laissé la porte ouverte, et le fredonnement d'Anna s'échappait de la cuisine. Une paix régnait dans l'air douce, légère, comme si le monde avait momentanément décidé de s'arrêter de courir. Quand Ellie se leva enfin, Shadow ne le suivit pas au début. On aurait dit une pause, une de ces lentes matinées. Mais lorsqu'Ellie se retourna, l'appela doucement et recula pour s'agenouiller à ses côtés, le silence sembla tout autre. Le corps de Shadow était chaud, son visage paisible, comme s'il venait de sombrer dans une longue sieste. Mais son souffle, régulier et profond, avait disparu. Ellie tendit la main, les doigts tremblants, et la posa doucement sur le flanc du chien. Il n'y eut ni montée ni descente. Il ne pleura pas immédiatement. Il resta assis là, la main immobile, la tête baissée. Le vent soufflait dans les branches d'érable, éparpillant les feuilles de l'année précédente dans le jardin. Quelque part non loin de là, une tourterelle triste roucoulait doucement. Anna sortit quelques instants plus tard et n'eut pas besoin de demander. Elle s'agenouilla près d'Ellie, les bras autour de ses épaules, le front doucement pressé contre sa tempe. Ils ne parlèrent pas. Plus tard dans la journée, George arriva, vêtu de son même manteau de flanelle usé. Il marchait lentement, mais résolument. Le chagrin dans ses yeux n'était pas vif, il lui semblait familier. Il avait déjà vécu une perte, cette fois, il était là pour la partager avec quelqu'un d'autre. Ensemble, ils choisirent l'emplacement sous l'érable. Le sol était meuble à cause du dégel, et George avait sorti une vieille bêche de son camion. Ellie creusa lui-même la majeure partie du terrain. Chaque coup était régulier, précis, comme lorsqu'on tourne les pages d'un livre qu'on ne veut pas finir. Shadow était enveloppé dans la couverture bleue qui recouvrait autrefois le fauteuil de lecture d'Ellie. Anna l'avait lavé le matin même, sans toutefois préciser pourquoi. Lorsque la terre fut rendue, George tendit à Ellie une petite pierre plate. Elle était lisse et pâle, et portait déjà 2 lignes gravées. « Si vous m'avez trouvé, quelqu'un croit encore que j'ai de l'importance. Et maintenant, c'est pareil. » Les mots scintillaient faiblement dans la lumière matinale. Les gens commencèrent à arriver peu après. Ava arriva la première, son livre préféré à la main. Ses couettes étaient plus longues maintenant, et elle lisait avec plus d'assurance, mais sa voix conservait cette douceur prudente. Elle s'agenouilla près de la tombe et lut à voix haute, ses doigts effleurant délicatement la pierre à chaque page tournée. Elle ne pleura pas. Elle lut, tout simplement. Derrière elle, Madame Brenet se tenait debout, les yeux rouges, un mouchoir dans une main et une photo encadrée de la bibliothèque de Shadow dans l'autre. Elle ne parla pas, se contentant d'acquiescer et de sourire lorsqu'Ellie croisa son regard. Le vieux monsieur de Maple Pine Earl, l'ami de George s'approcha ensuite en traînant les pieds.
Il s'appuya sur une canne et tendit une petite aquarelle, une nouvelle, c'était « Ombre sous l'érable », la lumière illuminant son manteau, les yeux tournés vers un enfant hors cadre. Earl la glissa dans la main d'Ellie. « Merci », murmura-t-il. Le dernier à arriver fut un homme discret, vêtu d'une veste bleu marine, portant un petit sac pour appareil photo et un exemplaire usé de la Willow Creek Gazette. Il ne se présenta pas, il resta simplement debout à côté des autres, la tête baissée, à écouter la fin de l'après-midi. Le rassemblement s'éclaircit. Certains déposèrent des fleurs, d'autres des lettres. Quelques-uns posèrent simplement la main sur la pierre et laissèrent le silence exprimer ce que les mots ne pouvaient dire. Cette nuit-là, Ellie était assis dans sa chambre, l'espace paraissant à la fois plein et vide. Le mur de l'ombre s'enrichissait d'un nouvel ajout, un cadre en bois sur lequel était accroché l'étiquette en laiton original de l'ombre. L'inscription brillait doucement sous la lumière de la lampe. Parce qu'un chien savait qu'il comptait, d'autres le croient aussi. Sur son bureau se trouvait une pile de papiers reliés, son journal, imprimé et agrafé par Madame Brenet, qui avait insisté pour qu'il soit partagé. Elle l'appelait le chien qui est resté immobile. J'ai déposé des exemplaires dans un panier près de la section jeunesse de la bibliothèque. Ils ont disparu plus vite que prévu. Après cela, le temps ne se pressa plus. Il s'écoula comme toujours, lentement, tranquillement, au rythme des saisons et de l'espace. Ellie continuait de visiter l'érable, de lire à voix haute certains jours, mais le porche ne résonnait plus de la même façon. Mais Lucky n'était pas prévu. Anna le trouva dans le coin adoption de la clinique vétérinaire, petit, brun, avec des oreilles étrangement longues. Il avait une queue tordue et des yeux bien trop grands pour son visage. Ellie avait d'abord haussé un sourcil point. Il ressemble à une miche de pain, mais Lucky le suivait partout dès le premier jour, non pas dans l'ombre, à pas feutrés, mais avec des rebonds et des trébuchements, la queue remuant comme si elle était faite de ressorts. Un après-midi, Ellie emmena Lucky à la bibliothèque. Il ne resta pas immobile, il lécha trop, il éternua sur un marque-page. Mais les enfants l'adorèrent. Ava éclata de rire lorsqu'il renversa une pile de livres en poursuivant un jouet qui couinait. Madame Brenet secoua la tête mais sourit, et Ellie observa la scène, la même chaleur, le même moment où quelqu'un se sentit vu. Plus tard dans la soirée, il ouvrit son journal sur une nouvelle page. 3 avril, Lucky ne reste pas assis, mais peut-être, juste peut-être, il écoute aussi. Parfois, les miracles ne se produisent pas avec le tonnerre ou la foudre. Parfois, ils arrivent sur 4 pattes silencieuses, avec un regard serein et un cœur à l'écoute. Shadow n'était pas qu'un chien. Il était un rappel de Dieu que même lorsque le monde tourne le dos, l'amour attend patiemment sous un érable, dans le cœur d'un enfant ou dans le courage de parler à nouveau. Le don de Shadow ne résidait pas dans ce qu'il faisait, mais dans ce qu'il était. Et c'est peut-être là le message, nul besoin de parler fort pour être entendu. Nul besoin d'être parfait pour compter. Et même lorsque la vie laisse des cicatrices, Dieu vous considère toujours comme digne, comme quelqu'un a vu une ombre. Alors, si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui aurait besoin d'un petit rappel aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire d'où vous regardez, ou partagez votre propre histoire de guérison. Abonnez-vous pour découvrir d'autres miracles vécus et des histoires d'amour inexprimées. Et si vous croyez, comme nous, que Dieu nous envoie des signes dans les plus petits instants, saisissez le point amant dans les commentaires. Qu'il bénisse votre voyage.